parlerons donc des 1172 agents de la fonction publique qui viennent d'être radiés. Ceci suite au travail élaboré par le ministre de la fonction publique, Joseph Lé. Ces 1177 rejoignent donc bien d'autres et nous sommes donc là au total à 3577 agents déjà radiés de la fonction publique. À noter que plus de 5000 autres sont encore en sursis. De quoi il est question? Comment comprendre, n'est-ce pas, ces radiations? Mesdames, Messieurs, dans cette émission avec nos invités, nous allons décrypter le sujet. Les invités que nous allons découvrir dans quelques instants. Les invités de ce soir, je suis content de l'accueillir pour la première fois ici, ici à Info TV. En parlant des téléspectateurs, dire un bonsoir patriotique à tous les révolutionnaires, tous les militants et sympathisants de mon parti, le FDR, le Front démocratique révolutionnaire du Cameroun. Je fais également un clin d'œil à tous nos compatriotes de la diaspora. Je rappelle que vous êtes président du FDR. C'est ça, le Front démocratique révolutionnaire. Front démocratique révolutionnaire. À chaque fois que je vous ai reçu, j'ai toujours demandé qu'entendez-vous par révolutionnaire? D'abord, révolutionnaire, c'est toute une idéologie. Nous sommes panafricanistes de gauche, disciples de Thomas Sankara, qui lui-même était révolutionnaire, et de Jerry John Rawlings, qui étaient tous les deux révolutionnaires. Et puis nous pensons que notre pays a besoin justement de révolution. Et nous avons résumé la révolution en ce qui nous concerne au FDR comme la refondation. Nous pensons que notre pays a pris un très mauvais départ, justement après la colonisation. Les pères de notre indépendance, du moins ceux qui avaient une grande idée de la liberté et de la véritable indépendance, ont été, j'allais dire, exterminés par les colons. Et l'indépendance au Cameroun est allée plutôt entre les mains de ceux qui la combattaient et qui n'en savaient même pas grand-chose. Et de ce point de vue-là, le pays est allé à volo jusqu'à présent. Il va falloir donc corriger cet accident de l'histoire pour remettre les patriotes au centre du jeu. Pour cela, il faut de la révolution. Absolument. Et nous avons résumé donc cette révolution en refondation totale de notre pays. Certainement avec une voie démocratique là-dedans. La démocratie est un concept, mais nous pensons que la démocratie, s'il faut y arriver, il faut qu'elle soit partagée. Ok, bon, nous allons voir cela dans quelques instants. Je vais accueillir quelqu'un d'autre sur ce plateau. Antoine Zanga, salut et bienvenue. Merci, bon après-midi à vous. Merci de m'avoir fait l'honneur une fois de plus d'être présent sur votre somptueux et pertinent plateau. Je voudrais dire bon après-midi aux copanélistes, aux téléspectateurs. Permettez-moi aussi de saluer mes influenceurs, le président Paul Biya, le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Martin Barganguélé et autres. Ils sont nombreux parce que j'estime que du point de vue de la tradition africaine, de la tradition bantou, quand quelqu'un a vécu longtemps, il faut lui accorder un certain respect et aller apprendre de cette personne-là pour savoir comment est-ce qu'il a fait pour atteindre ce niveau. Ok, merci d'être là. Je rappelle que Antoine Zanga est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et également communicant de ce parti. Il est donc sur ce plateau comme communicant de ce parti. Je vais prendre également un autre homme politique sur ce plateau. Il est de l'UNDP, Monsieur Mfoum, bienvenue. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Merci, Charles Apollinaire Ongba. Alors, comme je n'ai pas voulu définir UNDP, vous avez préféré définir. Je vous ai compris. Monsieur Mfoum, vous êtes militant, également communicant de l'UNDP. Vous êtes en quelque sorte parti allié selon, n'est-ce pas, la plateforme gouvernementale au RDPC. Oui, c'est vrai. Parti au pouvoir. C'est vrai. N'empêche que nous avons notre identité qui ne se confond pas nécessairement à celle du RDPC. Nous avons notre président national que je salue, le camarade Maïgari Bello Bouba, une puissante et forte base
qui a fait de nous la deuxième force politique de notre pays en termes d'élus. Et c'est depuis un peu plus de 2 décennies et au fil des élections. Donc, lorsque vous représentez un tel parti politique, vous avez le bagou, la force, le coffre pour pouvoir vous asseoir avec pertinence et discuter des affaires de la République. Ok, même comme ça se dispute, hein, la deuxième force politique du Cameroun, c'est laquelle l'UNDP se proclame deuxième force politique, le SDF se proclame deuxième force politique et également le MRC se défend être deuxième force politique. Non mais regardez la représentation au niveau des institutions, c'est tout. Okay. C'est-à-dire le nombre de mairies que nous gérons, que nous co-gérons. D'autres estiment que pour avoir présenté un candidat à une élection présidentielle qui est peut-être l'élection la plus prestigieuse, si le candidat est deuxième, ce qui veut dire que ce parti-là, c'est la deuxième force du pays. Oui, mais il faut avoir une analyse holistique des situations. Vous n'oubliez pas aussi que notre président national a été candidat à l'élection présidentielle de 1992 et il est sorti avec légèrement un peu plus de 19%. Donc même là, hein, on en a... Vous voyez que ça devient... On se pose donc la question, comment est-ce qu'on classe les puissants partis politiques? Quelle est la force, n'est-ce pas, du premier, du second? Je continue donc à vous dire que ça se regarde au niveau de la représentation. C'est ce que vous avez dit, mais quand même vous avez également interprété que pour avoir été candidat à l'élection présidentielle, ayant, n'est-ce pas, eu pas moins de 18 ou 19% de voix des Camerounais, et il peut se targuer d'être, n'est-ce pas, la deuxième force politique si on essaie de regarder. C'est pas le débat aujourd'hui. Non, mais j'admire la pirouette que vous faites. J'ai simplement envie de dire que le président Bello, c'est un baron de la politique. Parce qu'on a discuté cela. Camerounaise, dans le sens... On vous a suivi. Dans le sens le plus noble. Vous voulez pas que je présente... Non, je chute simplement en disant que vous avez beau jeu de présenter ceux qui viennent d'entrer dans la scène politique et qui s'y ébrouent. Mais tant mieux pour eux. Hein. Okay. Ils feront leur classe. Ok, actuellement, on se pose la question. Oui, ils sont nouveaux. Abakar Mifiri, bienvenue. Qu'il me soit permis, cher frère Charles Apollyon Ngba, de vous prier d'accepter nos différentes et cordiales salutations, qu'il nous soit permis de saluer avec la même différence l'ensemble des co-discutants, ces frères que nous retrouvons également avec beaucoup de plaisir sur votre plateau, qu'il nous soit surtout permis de renouveler notre contrat d'amitié à l'ensemble des téléspectateurs du Grand Soir. Pour qui nous sommes encore là ce soir, parce que nous ne cesserons jamais de penser que si le Cameroun est une cathédrale, c'est bien tous ensemble que nous allons la bâtir. Merci d'être là ce soir encore. Abakar Mifiri, je vous rappelle que vous avez été réclamé toute la semaine dernière, parce que les téléspectateurs avaient déjà estimé que vous devez être l'homme de tous les soirs, ou l'homme de tout le temps, ici. Mais malheureusement, vous ne m'avez pas invité. Et je sais que, là, vous êtes invité aujourd'hui. Voilà, et je suis là. Merci d'être là. Je suis sollicité. Okay. Vraiment, le vrai savoir est une collecte. Nous venons apporter notre modeste contribution, justement, pour construire ce savoir qui peut être la manne qui va aider ou sauver le Cameroun qui doit avancer chaque jour un peu plus. Vous êtes sociologue? Modestement. Oui, vous êtes sociologue. Il fallait le préciser aux téléspectateurs. Mesdames, messieurs, nous allons, après cette transition, essayer, n'est-ce pas, pas accueillir, mais quand même, les mises à bouche de ce soir. Je vous ai dit, nous avons un seul sujet. Nous allons d'abord évacuer nos mises à bouche ici, et puis on se retrouve tout juste après. Alors, retour sur ce plateau pour parler, n'est-ce pas, d'abord, ce premier sujet, je vais quand même parler du sport et du football. Parfois, ça vous dérange, mais j'ai préféré que vous en parlez ce soir. Les Lions indomptables sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler au
au Maroc. Les Lions indomptables, en venant à bout du Zimbabwe, 2-1, sont restés premiers de leur poule et vont défendre les couleurs du Cameroun au Maroc. Sauf que pour certains, c'est une qualification facile. À moins 3 journées ou 2 journées de la fin, le Cameroun était déjà qualifié. Immédiatement, le MINSEP a adressé les félicitations à ces Lions indomptables. Moi, je vous pose la question, si vous avez adressé les félicitations, ça devait être à qui? À l'équipe, aux Lions indomptables, qui sont les joueurs, ou alors au staff technique qui implémente peut-être la politique d'une manière ou d'une autre. Oui, Charles Apollinaire, vous faites d'ailleurs bien de le dire que pour le qualitativiste que nous nous réclamons modestement, le football n'est pas une priorité de développement. C'est en cela que ce n'est pas un sujet, on va dire, permettez la tautologie, prioritaire, c'est chez nous autres. Nous remarquons d'ailleurs que le football, depuis la naissance du Cameroun, est l'un des meilleurs refuges sociaux que les gouvernants politiques du Cameroun ont choisi justement pour pouvoir assurer, on va le dire comme ça, parfois leur maintien au pouvoir politique. Mais revenant au football lui-même, nous pouvons dire que sans peut-être animer ou réveiller la polémique. Vous savez que le Cameroun est devenu ce pays où rien n'arrive plus jamais à unir les esprits et les cœurs. Et le football est l'un de ses premiers outils qu'on présentait jadis comme l'un des derniers ressorts, l'un des derniers leviers qui aidait justement à construire l'unité nationale qui est problématique chez nous depuis le lendemain des indépendances. Mais cette dernière polémique peut justifier votre question. À qui le mérite de cette qualification aujourd'hui? En fonction des camps qui se sont formés, vous allez voir que les gens vont prendre position. Mais pour ceux qui me concernent, intuité personnelle, s'il faut adresser des chaleureuses congratulations, c'est d'abord à l'équipe tout entière, en commençant par les joueurs qui ont mouillé le maillot. Peut-être le débat sur le niveau de jeu et autres, ça peut être un autre niveau, un autre débat, je vous l'ai dit. Mais la première chose qu'on retient, c'est que nous sommes qualifiés et le premier mérite revient aux joueurs. Et parlant de cette polémique, si moi je vais également, après les joueurs, féliciter, je féliciterai intuité personnelle monsieur Marc Brice qui, quoi qu'on dise, dans ce contexte très difficile des Camerounais, a pu, parce qu'il faut le dire, arriver dans un contexte précis où justement la guerre entre le MINSEP d'un côté et la Fédération camerounaise de football animée par son roi télé de l'autre côté, monsieur Marc Brice a pris les rênes de l'équipe dans ce contexte où, il faut le dire, si on intègre la dimension psychologique du sport, on peut estimer que ce n'était pas du tout évident. C'était d'ailleurs extrêmement difficile. Et malgré les intrigues, malgré ces difficultés, les pots de banane, il a pu quand même bâtir une équipe dont, modestement, nous commençons à voir quand même une âme, aussi bien dans l'esprit d'équipe que dans le jeu. De ce point de vue, je peux dire félicitations à Marc Brice en deuxième position après les joueurs. Et pour les autres là, on n'a pas le temps, je distribuerai quelques cartons rouges en commençant par le président de la fédération. Vous êtes, c'est pas la question que je posais. Vraiment, il fallait d'ailleurs vous faire sursauter un peu. Abakar Mifiri, je vous ai posé une question à qui adresser, n'est-ce pas, les félicitations. Vous avez dit à votre question. Aux joueurs, je pas demander aux joueurs. Est-ce qu'il y a un carton l'entraîneur? Vous l'avez dit, on vous a suivi. On vous a suivi. Je sais pas, Cyprien Olinga. Oui. Si vous êtes président, il y aura le sport, il y aura également le football. Ben quand même, cette qualification des Lions indomptables, vous l'avez vécu aussi. C'est pas votre sujet, hein, mais peut-être petit mot. Bon, disons que le football, je constate que les Camerounais aiment bien le football. Et moi, puisque j'ai l'ambition de gouverner les Camerounais, je m'adapte à ce que le peuple aime. Même comme ce n'est pas mon sport favori, mais je suis le foot. Ok, revenons donc à la qualification de Lyon. Il y a à féliciter qui? Les Lions indomptables. L'encadrement technique ou les Lions indomptables qui ont mouillé ces joueurs-là, qui ont vraiment voulu aller en Coupe d'Afrique avec ou sans
encadreurs. Je voudrais d'abord féliciter les Lions Indomptables parce que c'est eux qui sont sur le terrain, oui. eux qui jouent et qui ont démontré que malgré justement toute cette cacophonie qui tournait autour de l'équipe, ils ont su surmonter les difficultés et mettre la patrie au-dessus de toute chose. Ils se sont battus comme des véritables lions pour nous obtenir cette victoire. Je voudrais aussi féliciter, pour peut-être, je ne serais pas d'accord avec mon ami Méfiré, l'encadrement technique, oui, mais également les responsables de la fédération. Parce que peut-être d'abord les responsables de la fédération. Oui, ben, parce que moi je considère que c'est un tout, c'est toute une équipe. Voilà. S'il y a du désordre, on a observé le désordre partout. On a vu le gouvernement dans la boue. On a vu l'encadrement technique se mêler les pédales, ne confondre son employeur et tout ça. Et puis, on a vu la fédération aussi se mêler les pédales. Et donc, s'il y a des gens à féliciter, il faut féliciter d'abord les Lions, il faut féliciter l'encadrement technique, mais il faut également féliciter la FECAFOOT. On ne peut pas féliciter une partie de l'encadrement et puis dire... Vous l'avez dit, j'essaie de vous susciter. Pour moi, non, vous êtes en train de piquer beaucoup de gens sur ce plateau, raison pour laquelle Léonide Foum ne prendra pas la parole sur ce sujet. Très rapidement, ce qui vous concerne, nous avons laissé le football. Et nous allons parler tout de suite et maintenant. S'il vous plaît. Vous pas le sujet de société. Alors, nous allons nous déplacer, aller hors du pays, parce que vous êtes un homme politique. Du côté du Sénégal, il y a eu donc ces législatives anticipées. Voilà, alors, le nouveau président est arrivé, le nouveau gouvernement, ils ont dit, non, nous ne pouvons pas peut-être avancer comme ça, il faut les législatives. Et ce parti PASTEF a donc raflé presque plus de la moitié du siège. Et tous les hommes politiques du Sénégal ont félicité, n'est-ce pas, cette nouvelle équipe-là, y compris le récent président Macky Sall, qui a adressé les félicitations, l'ex-président, si vous voulez, du côté du Sénégal. Une véritable démocratie, quelle lecture en faites-vous de cette actualité du côté du Sénégal? D'abord, j'ai commencé par vous dire que le FDR et moi-même, nous sommes panafricanistes, et nous sommes panafricanistes de gauche. C'était déjà pour vous dire que le PASTEF, qui est un parti panafricaniste de gauche, est un parti allié, ou si vous voulez, ami au FDR au Cameroun. Et de ce point de vue-là, je voudrais d'abord féliciter justement le président de la République du Sénégal, qui est notre ami sur le plan idéologique, comme je le disais tantôt, pour cette brillante victoire du PASTEF. Je voudrais aussi féliciter le président du parti lui-même, le Premier ministre Sonko, qui, avec Maestria, a pu transformer justement ce qui était considéré comme un exploit il y a quelque temps en une véritable révolution. Parce qu'en fait, l'élection de M. Faye était un test grande nature d'une révolution qui était en train de s'opérer, une révolution panafricaniste qui était en train de s'opérer du côté du Sénégal et pour laquelle nous étions très fiers. Parce que, comme je vous le dis, sur nos plateformes, nous entretenons des relations, nous discutons d'un certain nombre de points de vue communs avec le PASTEF. Et nous disons bravo au PASTEF. Je voudrais aussi dire, pour ceux qui, au Cameroun, aiment toujours distraire le peuple, que vous venez de voir également l'exemple d'une véritable démocratie. Et c'est pour ça que le FDR pense qu'il faut que nous implémentions dans notre pays une véritable démocratie. Pas une démocrature. Parce qu'une démocratie fait que lorsque les gens les populations sont abusées par un système, sont abusées par une façon de gérer, que ce peuple-là soit en mesure et en capacité de sanctionner justement le système, ou si vous voulez, le régime à travers les urnes. Au Sénégal, c'est possible.
Et on vient de le voir. Mais ce n'est pas encore possible au Cameroun. C'est pour ça que l'ensemble des forces politiques au Cameroun insistent aujourd'hui pour que nous revoyions ensemble et de manière consensuelle l'ensemble de notre système électoral pour rendre ce système électoral-là fiable, pour faire en sorte que ce système électoral soit capable de cracher la vérité des urnes comme on le voit au Sénégal aujourd'hui. Et ça, c'est notre combat que nous menons et nous n'allons jamais cesser de le mener tant que la révision de notre système électoral ne sera pas effectif et de manière effective et de manière consensuelle. Je voudrais aussi dire à ceux qui ont alimenté, qui continuent d'embrouiller les Camerounais pour justifier l'imposture, le manque de crédibilité du système électoral et même des organisateurs des élections dans notre pays, qui sont en train de préparer les esprits pour faire croire au peuple camerounais que demain, lorsqu'ils vont encore faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire truquer les élections, et ils diront que, ben voilà, l'opposition, ils se plaignent parce que on leur a dit de désigner un candidat unique, ils n'ont pas voulu. C'est-à-dire qu'on veut faire croire au peuple camerounais que si l'opposition ne gagne pas les élections demain, c'est parce qu'ils n'auraient pas désigné un candidat unique. J'ai dit, c'est une véritable imposture. C'est de l'escroquerie, c'est même de l'esbrouf. Okay. Au Sénégal, il n'y a pas eu de candidat unique de l'opposition. Pourtant, Faye a gagné. Il y avait quatre coalitions. La coalition du chef de l'État qui a été battue à plate couture, la coalition justement du PASTEF et la coalition de M. Khalifa, la coalition même qui était liquide, que dirigeait je crois le fils de M. Ouad et tout ça. Okay. Il y avait au moins 4 coalitions. Mais ça n'a pas empêché une coalition d'avoir la majorité absolue au premier tour. Okay. Pourquoi? Parce que les élections étaient transparentes. Donc, il faut que les gens, ceux du pouvoir, arrêtent l'imposture, qu'ils balancent dans l'opinion en faisant croire qu'il faut que l'opposition, comme si l'opposition était un parti, s'unisse autour d'un candidat. Il n'y aura jamais de candidat unique de l'opposition, ni au Cameroun, ni ailleurs, parce que ça ne s'est jamais opéré nulle part. On vous a suivi. Voilà. Merci, Cyprien Olinga. Monsieur Zanga, pourquoi vous me grattez là? Vous voulez réagir? Pourquoi? Vous voulez véritablement réagir à la suite de monsieur Cyprien Olinga, monsieur Zanga? Je ne sais pas, c'est vous qui distribuez la parole. Ok, ok. Merci, je reviens donc à vous, si vous ne voulez pas prendre la parole, mais je vais vous demander quelle réaction avez-vous? Pouvez-vous avoir, n'est-ce pas, à la suite enfin pas la suite de monsieur, mais par contre cette actualité du côté du Sénégal. Des élections se sont déroulées et je rappelle immédiatement en soirée, il y a eu les résultats. Quelque chose que on n'imagine pas encore dans notre pays. On parlera là d'une véritable démocratie. Bon, je pense que l'aîné Aimé Cyprien Olinga lui-même se bat en contradiction, puisque tout à l'heure là, on a parlé du concept de démocratie comme étant un concept relatif. Hein, parce que quand vous parlez de véritable démocratie, ça peut être un sujet à débat. Hein. Si je veux prendre le cas des États-Unis, où c'est un Américain qui a dit que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Bon, lorsque je veux parler de... Oui, franchement, monsieur Zanga, c'est pas votre sujet, hein, c'était tout simplement pour prendre la parole. Sauf si vous êtes... Je voudrais recadrer pour simplement dire... Nous ne cherchons pas la définition de la démocratie, on se pose la question. La démocratie, c'est pour permettre à tous les partis politiques de participer au jeu électoral et qu'à la fin, qu'on n'attende plus un mois, 2 semaines, un mois, attendre les contentieux pour avoir peut-être les résultats. Les institutions sont mises sur pied et peut-être les textes du Cameroun, au Cameroun par exemple, après les comptes, après avoir compté, n'est-ce pas, les bulletins, immédiatement, on peut donner le résultat. Vous savez, je n'étais pas hors sujet et même, même lorsque j'étais à l'école primaire ou au secondaire, il ne me semble pas avoir été hors sujet une seule fois. Allons-y, monsieur Zanga. Je disais que la définition qu'ils ont donnée, eux-mêmes les armées, un président américain, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, mais c'est encore eux, lorsque le peuple finit de voter, on vous dit qu'il y a les grands électeurs, c'est une autre pirouette un peu. En fait, c'est pour dire que le concept de démocratie, chaque peuple essaye avec ses réalités
d'implémenter des réalités actuelles, des réalités historiques, d'implémenter la démocratie comme il peut. Bon, maintenant, il y a des principes qui sont quasiment universels. Ce sont ces principes-là qui sont plutôt intéressants. Bon, c'est du Sénégal, effectivement, comme M. Suprio Linga, on ne peut que féliciter hein, quand ça se passe bien du côté du Sénégal. Cela ne voudrait pas dire que ça ne se passe pas souvent bien aussi ailleurs, comme le cas du Cameroun, où ça se passe souvent bien. Mais ce que j'ai toujours dit aux Camerounais, parce qu'il y a une sorte d'émotion par rapport au cas sénégalais, j'ai toujours dit aux gens qu'il faut consulter l'histoire pour comprendre le présent des peuples. C'est-à-dire qu'il y a des peuples, il y a un peuple comme le Sénégal, où la colonisation a commencé en 1830, et qui n'avait pas la même position au niveau colonial que le Cameroun. Il n'y a pas eu de guerre coloniale au Sénégal, par exemple, à la dimension du Cameroun. Il n'y a pas eu de génocide comme ça a été le cas, comme certains avancent au Cameroun. Donc, je pense que les réalités politiques au Sénégal ne peuvent pas être les réalités politiques au Cameroun. Ok, alors j'en viens donc à votre sujet d'entrée, parce qu'il fallait dire un mot. Vous voyez que même jusque-là, monsieur Foumi n'aura rien à dire à ce niveau, même comme je le connais. Alors, avec vous, nous allons quand même constater une actualité assez triste au Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest. Encore des kidnappings de ce côté-là, et tout récemment encore, c'est le sous-préfet d'Ida Bato qui a donc été enlevé, Roland Ewane, qui, aux dernières nouvelles, était entre les mains de ces ravisseurs, et aujourd'hui, les nouvelles ne semblent ne pas être bonnes. Je ne veux pas confirmer quelque chose que je n'ai pas véritablement. J'ai essayé d'avoir l'information juste. Il paraît qu'il a été exécuté, je ne sais pas. Mais seulement jusqu'à avant-hier, j'avais encore les informations. Et suivant, n'est-ce pas, les informations d'un confrère qui est allé à la rencontre de la famille et de la femme. Et il se pourrait que la famille, les ravisseurs ont commencé à demander le rançon, donc 5 millions, ils sont allés à 10 millions, 20 millions, jusqu'à un peu plus de 50 millions. Et la famille n'ayant pas cette somme-là, ils se sont rapprochés, n'est-ce pas, d'abord du ministère de la communication, de l'administration territoriale. Ils ont estimé que c'était un problème qui devait être, qu'on pouvait résoudre d'une manière diplomatique, et demander à la femme de rester en prière. Et la famille est allée encore... je peux vous sortir la vidéo. C'est plus agréable. Nous comprenons ce que vous dites. On a demandé à la famille que c'était pas possible à leur niveau et que la famille devait rester en prière. Et que c'est peut-être au niveau du ministère des Relations extérieures qu'on pouvait trouver la solution à ce problème. La femme et toute sa famille sont arrivés donc au ministère des Relations extérieures. Ils ont dit, bon, ils vont voir, mais véritablement, c'est pas à leur niveau. Et la même réponse, il faut rester en prière. Et évidemment, lorsque mon confrère est arrivé là-bas, il a trouvé la femme avec le chapelet en main. Et presque tous en train de prier. Mais malheureusement, il se pourrait que le sous-préfet Roland Ewane soit en ce moment assassiné ou alors exécuté, pour ne pas... Et jusque-là, il n'y a pas de communication, parce qu'en fait, ma question, je ne veux pas savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est une communication qui reste, un manque de communication à ce niveau. Pendant toutes ces périodes, jusqu'à présent, c'est un silence presque total. Qu'est-ce que l'on peut comprendre par là? Permettez-moi d'abord de m'indigner devant la mémoire de tous ces Camerounais qui ont déjà perdu leur vie dans le cadre de la crise anglophone. C'est de ça que vous parlez. Et dire que, voyez-vous, tous les peuples à un moment donné de leur histoire, on connaît des parenthèses. Ce n'est pas le révolutionnaire qui va me démentir. Mais bon, ce n'est pas toujours des parenthèses souhaitées par les autorités, par les pouvoirs publics. Vous vous souvenez du problème corse
en France. C'est parfois des problèmes qui mettent long, ou bien du coup des problèmes à Casamance, au Sénégal, on parlait du Sénégal. Mais cela ne voudrait pas dire que les autorités encouragent ou bien sont d'accord avec ce qui se passe. Puisque vous parlez de communication, je voudrais dire que la communication, il y a beaucoup de prudence en matière de communication. Je parle sous votre contrôle. Vous-même, vous utilisez le conditionnel parce que les autres informations, vous avez donné ça avec autorité, mais quand vous arrivez à CNU, parce que vous n'êtes pas encore très sûr, donc vous utilisez le conditionnel. Ainsi, la communication est... Vous êtes journaliste, vous savez bien pourquoi j'utilise voilà, le conditionnel. c'est pour ça que je dis que la communication est quelque chose de très sensible. On ne communique pas n'importe comment, on ne communique pas à n'importe quel moment. Et il y a la communication de crise, il y a la communication institutionnelle, et donc ça demande un certain nombre d'informations et une certaine démarche. Vous voyez, puisque vous m'avez posé la question sur la communication. Mais je voudrais dire que, comme tous les Camerounais, vous savez que le pouvoir, les autorités ont pris un ensemble de mesures qui jusqu'ici se sont avérées non pas satisfaits le camp d'en face, des gens qui se comportent de cette manière. Quand vous exécutez, vous égorgez, je pense que, et que vous aspirez à peut-être diriger un État ou bien à créer votre État, je ne pense pas que ça peut vous donner de la crédibilité au niveau des populations. Et voyez-vous, actuellement, depuis 2016, depuis un certain nombre de temps, les populations s'organisent du côté du nord-ouest et du sud-ouest pour contester ce qui est en train de se faire, parce que il y a l'avenir de leurs enfants qui est mis entre parenthèses. D'ailleurs, ces terroristes s'en sont souvent pris aux enfants sans émotion, sans que cela ne leur fasse rien. Mais ce que nous devons faire, nous devons faire attention avec une chose, c'est que quand nous sommes face à une situation pareille, il faut soutenir l'État. Parce que quand l'État est en difficulté, l'État c'est nous tous d'abord. Même si l'État au sens de Rousseau, c'est encore les décideurs au niveau stratégique de la décision. Mais au niveau territorial, de la population, de ceux qui composent le Cameroun, l'État c'est d'abord nous. Et donc s'il y a des gens qui ont des velléités pour mettre cet État en difficulté, nous devons tous, comme un seul homme, parce que ce préfet-là, c'est un Camerounais, c'est un frère. Et donc, comme tous ceux qui ont été exécutés dans le cadre de cette crise, ce sont des frères, ce sont des gens qui ont des familles. Et pour le reste, il faut être en prière. J'estime que, bon, ça peut être une construction, mais je pense que ce qui est essentiel, c'est de savoir que ce sont Monsieur des Camerounais Zanga, qui ont... Je rappelle que oui, vous êtes journaliste avant d'être homme politique. tout à fait. Et le journaliste relate les faits. Et ce sont ces faits-là. Et je peux peut-être aller chercher l'information et puis peut-être la vidéo où la femme... Je n'ai pas remis en cause cela. J'ai dit que il y a des éléments qui sont, de mon point de vue, qui sont des éléments à ce soir, mais il y a des éléments qui sont des éléments très importants pour la République. Ok. Donc, c'est de ça que Merci. je parle. Et je rappelle qu'ici, nous ne sommes pas contre la République, nous restons d'ailleurs soudés en cette République-là, sauf que lorsqu'il y a quelque chose, une actualité, nous devons Tout à fait, c'est normal. la poser sur la table et analyser et décrypter. Leonid Foum, vous êtes gonflé à bloc. Ah bon? Je ne savais pas. Vous savez, c'est vous qui m'observez, donc c'est vous Ok. qui me dites. Alors, donc, non. Cette actualité, ce préfet dit d'abord... Ce sous-préfet, Roland Ewane, enlevé et qui serait exécuté. Vous avez suivi Antoine Zanga, votre lecture également quand même. Peut-être la communication, il faut attendre un certain moment, mais quand même, cette famille s'est battue, aller à gauche, à droite, il n'y a pas eu de solution. Oui, moi je dis la nation est un projet, c'est une construction. Et à certains instants de l'évolution et de la marche de la nation, les gens peuvent, ou des groupes de gens peuvent estimer que cette nation ne leur donne pas suffisamment relativement aux attentes qu'ils devraient avoir ou qu'ils ont
par rapport à ce projet qui nous est à nous tous commun. C'est pour cela que nous devons avoir beaucoup d'humilité lorsque nous parlons de l'État et de sa construction dans les latitudes qui sont les nôtres et le dénuement qui est le nôtre. Nous devons d'autant plus avoir d'humilité parce que personne ne peut avoir la prétention d'avoir comblé les attentes de tous et de chacun. Et c'est pourquoi nous devons être dans une attitude permanente de dialogue et d'écoute. Moi, depuis que l'on me parle de cette actualité au nord-ouest et au sud-ouest, j'ai souvent dit que le facteur d'union que les Camerounais ont encore et qui parvient tant bien que mal à nous fédérer, c'est encore Paul Biya. Je me demande bien le jour où Biya ne sera plus, ce que ce pays sera. Et je crois que c'est de notre responsabilité de donner une réponse claire à cette question aux Camerounais. Nous, les nouvelles générations. Et de mon point de vue, je crois qu'il n'y a qu'une seule chose ou qu'une seule valeur qui peut nous sauver. C'est la démocratie. Et je le dis pourquoi. Si vous avez été au Cameroun de 2016 à 2018, la date de la présidentielle, quand le président Paul Biya a rempilé, je vous dis sur les 10 régions que compte le Cameroun, il y avait à peine 4 qui étaient dans une situation de quiétude avérée. Et je dis aussi souvent, je le rappelle, que des 10 régions du Cameroun, il n'y a qu'une seule, dont je n'ai pas encore foulé la terre, c'est la région du nord-ouest. À part celle-là, je connais à peu près toutes les autres. J'ai mis beaucoup de temps au nord. Je connais d'une certaine manière le grand ouest du pays. Et ce qui, moi, m'inquiète, c'est de savoir que des armes circulent. Je ne le dis pas par pédantisme, mais je le dis par réalisme. Quand on connaît la crise qu'il y a eu dans nos pays voisins, notamment en Centrafrique, et d'une certaine manière, en nos pays voisins, lorsque l'on sait ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, je me demande bien si nous n'arrivons pas à nous asseoir et à construire des institutions qui nous rassurent tous. Je dis bien que c'est un impératif. Quand les gens sont puissamment armés, au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, quand nous n'aurons plus le facteur d'union qu'est Paul Biya, sans que des institutions claires et fortes ne nous rassurent, un peu comme on voit au Sénégal, hein? On peut se discuter, on peut ne pas être d'accord, mais lorsque le peuple sort et arbitre, tout le monde se dit, le peuple a parlé, suivons la voix du peuple. Pourquoi? Et là, je reviens sur le cas. Parce que les institutions sont fortes de ce côté-là, et elles sont capables de dire la vérité des urnes. Mais nous, dans notre louvoiement institutionnel, dans nos atermoiements, quand nous n'aurons plus ce facteur d'union qu'est Paul Biya, moi j'ai peur pour ce pays. Ok. J'ai peur. Ok, je reviens à vous tout à l'heure. Hein. Vous aurez, Cyprien Olinga, envie de réagir. Oui, j'avais envie de réagir à la suite de mon ami Foum et de M. Zanga pour dire 2 ou 3 petites choses. La première, c'est que moi je suis gêné d'être sur un plateau, on nous dit qu'on est inquiet hein, parce que de la suite des événements, au cas où le facteur d'union, entre guillemets, ne serait pas là. Moi, je ne considère pas M. Biya comme un facteur d'union. Je ne peux pas estimer, je ne peux pas accepter qu'on dise que c'est lui qui unit les Camerounais. Puisque c'est sous son magistère que nous avons effectivement la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Et de ce point de vue, moi je ne considère pas, ou plus du tout, que M. Biya est un facteur d'union. Et je ne peux pas me permettre également. Moi j'ai envie de gouverner ce pays. Okay. Je veux être président de la République dans ce pays à partir de 2025. Et je ne considère pas que M. Biya soit l'homme providentiel qui
lorsqu'il ne sera plus là, ce sera le déluge. Que non. Que non. Moi, président de ce pays, il n'y aura pas de chaos. Il n'y aura pas de chaos. On ne peut donc pas nous dire qu'il faut que les gens soient inquiets parce que M. Biya, s'il n'est pas là, ce sera il y aura aucun chaos au Cameroun si le président Biya n'est pas là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il faut être sérieux. Voilà une famille qui est en détresse. Voilà une dame, à supposer que, comme vous utilisez encore le conditionnel, que son mari soit encore en vie tout de même. Mais pour l'espoir que ce monsieur n'est plus en vie, et si tel est le cas, il n'y a pas de raison de relativiser cela. Et je considère que le discours selon lequel quelqu'un qui a l'habitude de menacer les opposants, qui n'ont pas les armes, en menaçant de leur envoyer les abeilles, les serpents affamés, mais là on lui dit, et ce sous-préfet est sous son autorité, on lui dit, voilà un sous-préfet qui a été pris en otage. Il ne déploie pas ses abeilles et ses serpents pour récupérer le sous-préfet. Il ne le fait pas, mais il envoie la dame en prière. Vous voyez ça? On l'envoie au ministère des Relations extérieures. Elle arrive là-bas, on lui dit, il faut rester en prière. Mais quand il s'agit des hommes politiques qui ne sont pas armés, mais vous voyez des gens sortir les gros yeux pour les menacer, pour les interpeller, pour les envoyer en prison. Là, il y a des gens vers lesquels il faut justement envoyer les serpents affamés. Ces gens envoient les Camerounais en prière. Je dis que cette imposture doit cesser. Et on ne peut pas tolérer cela. On ne peut pas accepter cela. Comment même ce pays où lorsque les gens qui doivent être menacés sont là, on ne les menace. Mais ceux qui font le travail institutionnel, comme on fait la loi, les institutions, on les menace, on les arrête, on les brime. On vous a suivi. Mais les gens qui doivent donc être brimés par les abeilles, par les serpents affamés, mais vous voyez le responsable en chef des abeilles et des serpents affamés. On vous a suivi. Il son rôle, vous envoie les gens de dehors. Et envoie les gens, lui devient pasteur. Dans les serments, on a ciblé pasteur. J'espère que vous... c'est incompréhensible, c'est inacceptable. Je vais vous envoyer en prière. Non, je voulais dire que le président Olinga m'a à moitié suivi. Mais je vais repréciser ma pensée. Vous savez que c'était pour 15 secondes ou 20 secondes, n'est-ce pas? C'est vous qui lui avez donné la parole, non, on serait passé. Donc, je voudrais repréciser ma pensée. Obama, lorsqu'il a atterri en Afrique, je crois au Ghana notamment, il a dit qu'aux hommes forts, lui, préférait les institutions fortes. Le problème que nous avons au Cameroun, c'est que nous n'avons pas conçu des institutions fortes. Et la preuve, c'est que ces institutions, voilà le président Olinga qui est assis à côté de moi, ne rassure personne. Or, en cas de crise, ce sont les institutions qui doivent être capables d'arbitrer. Ou alors les gens vont prendre les chemins de traverse. Si les institutions ne sont pas capables d'arbitrer, c'est ce que je suis en train de dire. Okay. Et que, contrairement au Sénégal, qui est une démocratie, affirmée et confirmée, Monsieur, nous sommes une démocrature, c'est-à-dire une dictature qui est parée des opposants de la Monsieur, non, donnez-moi je suis d'accord avec lui, sauf que dans cette démocrature, justement, où nous n'avons pas des institutions fortes qui rassurent le peuple, pendant que nous nous battons depuis longtemps pour dire, mettons en place les bases d'une véritable république. C'est ça que nous autres au FDR appelons la refondation. C'est la mise en place des institutions. Mais maintenant, on constate quand même que, justement, le parti auquel M. Fou est à côté de ceux qui n'ont pas bâti des institutions fortes. Et ça, c'est depuis des décennies. Donc, en réalité, c'est curieux. Merci à vous. Donc, c'est moi qui t'envoie. Non, s'il vous plaît. Et vous soutenez ces systèmes-là qui envoient les abeilles, Nous pouvons avancer très rapidement. Oui, puisque pour que... Oui, très rapidement. Deux petites réactions. C'est que, vraiment, de temps en temps, on peut quand même être d'accord avec Léonide.
c'est stratégie que nous retrouvons toujours. Le président Paul Biya lui-même a dit qu'il veut qu'on retienne de lui l'homme qui a apporté la démocratie. Il parlait de quelle démocratie? Parce que généralement au Cameroun, c'est que devant certaines situations, on commence à dire que non, même aux États-Unis, même en France, je suis des Camerounais qui souhaitent qu'on parle du Cameroun avec les problèmes qui sont les nôtres. Le fait toujours de voir que comme ça se passe là-bas, on peut tolérer chez nous. Non, le président Paul Biya a dit qu'ils veulent qu'on retienne de lui celui qui a apporté la démocratie. De ce point de vue, nous pouvons dire, en puisant à la sociologie électorale, tous les sociologues spécialisés sur les questions électorales disent que on ne parle d'élections que lorsque après les élections, les perdants ont félicité ceux qui ont gagné. Dès qu'il y a la moindre contestation, on ne peut plus parler d'une élection crédible. Et de ce point de vue, vraiment, nous avons là des hommes politiques. Je ne sais pas si nous prenons l'élection présidentielle, s'il y a déjà eu une seule élection au Cameroun qui n'a pas fait l'objet de quelques contestations en termes de résultats. Donc, de ce point de vue, aucune élection en Afrique. Hein? Non, mais au Sénégal, le Sénégal Macky Sall vient de féliciter le président du passé. Vous-même, vous l'avez. Vous avez parlé d'une élection présidentielle. Oui, c'est là que j'ai suivi votre élection présidentielle. Oui. Pas une élection législative. Non, la présidentielle au Sénégal, le candidat du parti de Macky Sall a félicité monsieur le résultat officiel. Okay. Et on peut citer d'autres pays en Afrique où justement, après le Ghana aussi a de bonnes élections. Où vous allez voir. Voilà. Moi, je suis resté en Afrique et vraiment nous insistons là que quand après les résultats, il y a la moindre contestation. On ne parle pas d'élection crédible. C'est un fait scientifique. Je ne peux pas prendre les appels, chers amis. Je ne peux pas prendre les appels. Même à mon ami Zanga. Merci beaucoup pour la parole que vous me donnez. Je voulais dire que vraiment 5 secondes. Je suis d'accord que la démocratie, il faut la démocratie, mais il faut aussi dire aux Camerounais que la démocratie est un idéal. La démocratie est une construction. Ça, je voulais le dire. Et le Cameroun rentre en démocratie en 1990, 91, 92. Et donc, il y a une construction. Et vous savez qu'il y a des choses que nous n'avions pas, qui ont été mis sur pied, qui émanent de la démocratie, qui ont été mis sur pied. Bon, maintenant, je voulais dire, pour chuter à mes amis de l'opposition, qu'il y a quelque chose qui est important. Vous ne pouvez pas contester une élection. Il y a aujourd'hui, en 2018, il y avait un peu plus de 25 000 bureaux de vote. Vous n'avez aucun représentant dans un bureau de vote. Mais vous contestez comment vous savez que ça s'est passé comme ça? C'est au sein des bureaux de vote. Lorsque l'organe qui organise les élections est indépendant, on n'a même pas besoin. Vous avez vous reconnaissez donc de facto que le fait pour l'opposition de ne pas envoyer des gens surveillés vous amène souvent à bourrer les urnes et à trafiquer les procès. Vous reconnaissez cela. Vous savez, si vous parlez beaucoup, ça là. Non, nous disons que ce n'est pas un argument. Ce n'est même pas un argument. Non, vraiment. Ce n'est pas un argument de dire on n'envoie pas les surveillants. Ce n'est pas un argument qui tient dans une démocratie. Je vous attendais dans une démocratie réelle. Dans une démocratie, on a un organe indépendant. Je vous ai donné un organe indépendant. Si vous le laissez parler n'importe comment. Non, je suis en train de mettre de l'ordre là. Merci, c'est bon. Et puis nous allons donc évoluer. Le FUM, je ne peux pas vous refuser, n'est-ce pas, votre sujet quand même. Voilà. Malgré les plans et les complots de Zanga. Voici. Nous allons essayer d'évoquer un peu, pas la démocratie, mais plutôt la décentralisation, avec ces échanges entre le maire de Ngoumou et le ministre des enseignements secondaires. Son ministre, si vous voulez. Un troisième acteur, un ministre, le préfet. Ok. Voilà, vous avez vu. Il va dire son ministre. Très rapidement, vous voulez. J'ai dit que le FUM est sur ce plateau comme acteur politique
Est-ce que ça enlève le fait que Madame Nalo Bayonga est son ministre? Je ne suis pas ici comme enseignant. On n'a pas dit ça. Ok, nous allons, s'il vous plaît. Alors, à la suite donc, de ces échanges-là, il y a quand même cette réaction rapide. Pas la réponse à Monsieur le maire, mais quand même, nous sommes curieux de constater, je ne sais pas si la régie a retrouvé le communiqué du ministre que j'ai quand même aussi envoyé. Ministre des enseignements secondaires à Madame et Monsieur les délégués régionaux, les départementaux, les chefs d'établissement. Objet: mise à disposition des contributions exigibles pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. J'ai l'honneur de vous informer que suite au paiement des fonds exigibles et ceux des examens à travers la matricule unique, il est mis à la disposition des établissements scolaires un premier virement à 4 milliards 145 millions 191 130 francs CFA pour l'année pour l'année scolaire 2024-2025 dans leur compte Afriland First Bank respectifs depuis le jeudi 14 novembre 2024. Le prochain virement sera disponible dans les meilleurs délais au fur et à mesure que les frais exigibles seront collectés. Les sommes virées doivent être exclusivement utilisées pour le fonctionnement des établissements dans le respect des différentes rubriques. Je sais compter sur votre sens de responsabilité et vous saurez gré des dispositions que vous prendrez pour la réussite de cette opération, signé le ministre des enseignements secondaires, Madame Nyonga. Voilà. Après donc ce communiqué, ou alors cette correspondance du ministre, on fait quoi là? C'est pour prouver la décentralisation qui est mise sur pied, ou alors on parle... Vous pouvez mieux nous expliquer, Monsieur Mfoum? Si là maintenant je vais décliner votre première identité, c'est que vous êtes enseignant. Ok. Mais, et du secondaire. Mais je suis aussi davantage homme politique. C'est d'ailleurs comme homme politique. Nous l'avons déjà dit. Oui. Et c'est parce que et vous savez pourquoi j'ai posé. Vous avez demandé votre sujet, le voilà. Oui, vous me posez là un problème de gouvernance. Dans les enseignements secondaires, il s'était opéré, surtout dans la gestion des établissements scolaires, une certaine autonomisation dans la gestion tant des finances que de l'administration. Et il vous souvient qu'un texte, je crois bien, du ministre... du chef de l'État, je crois, avait créé les conseils d'établissement au niveau du secondaire. Donc, cette autonomisation était quand même poussée et les établissements, tant bien que mal, arrivaient à fonctionner avec cette modalité que l'on appelle les AP, surtout dans le secondaire. Mais il y a peut-être 5 à 6 ans, on a vu comme une sorte de reprise en main, surtout de l'aspect financier de la part de l'État central. Parce que c'est l'État central aujourd'hui qui collecte tous les fonds et qui alloue des quotes-parts aux différents établissements suivant les niveaux de collecte qui a été opéré. Alors, vous me posez la question, ce que ça fait par rapport à la décentralisation. Parce que lorsque l'État recentre le nerf de la guerre, un établissement ne saurait fonctionner sans argent. Et si vous êtes responsable, moi je suis responsable, c'est vrai à un niveau moindre, mais on sent quand même des difficultés pour les établissements scolaires, avec notamment le principe d'unicité des caisses, qui fait que tous les fonds qui sont collectés au niveau des établissements rentrent au niveau central et c'est le ministre des Finances qui discrimine
ce qu'il envoie. Et vous voyez à quel... Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est-à-dire les frais d'examen et autres, on envoie ça au ministère, c'est ça? Non, les frais d'examen vont dans les différentes structures en charge de Oui. l'organisation des examens. Plus précisément ici, de C'est- quoi il est question? Oui, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Que regardez à quel moment le ministre des Enseignements secondaires met la dotation qui doit permettre aux établissements Le fonctionnement. oui, de fonctionner. Nous sommes presque à la fin du premier trimestre. Au primaire, on parlerait du service minimum, le paquet minimum, le paquet minimum. Oui, voilà, on a fini presque tout un trimestre. C'est à la fin du premier trimestre que cette dotation vient. Et c'est un problème. Comment est-ce que les établissements vont fonctionner sans ces subsides-là? Il faut se poser cette question et que tout le monde soit sensibilisé par rapport à ça. Bon, moi, maintenant, je prends... Comment vous vous en sortez? Non, L'année scolaire arrive, au début de l'année, vous devez quand même travailler. Il vous faut travailler, relever les notes et ainsi de suite. inviter un chef d'établissement, mais j'ai vu... Je vous ai compris. Oui, j'ai vu le mien pleurer. Il était presque en larmes. Il disait que- Monsieur, lui, il faut dire oui. qu'on pousse les gens à commettre des fautes de gestion. Parce que pour que l'établissement fonctionne, les chefs d'établissement sont obligés d'aller se débrouiller comme ils peuvent pour puiser ailleurs. Et c'est comme ça que naissent les fautes de gestion. Parce que dès lors que tu as pris un argent qui n'était pas prévu, quelle que soit la mission que tu vas remplir avec, quand ce n'était pas prévu pour ça, c'est une faute de gestion. Mais lorsque si par exemple le contrôle supérieur passe là, vraiment on peut vous prendre. Donc il faut le dire clairement qu'on met... Parce qu'il faut le dire, il y a les enseignants en difficulté. vacataires, il y a des coins. Et voilà. voilà. Quelqu'un me dira même que même ici en ville, nous avons carence des enseignants. Il faut trouver ces enseignants-là parce que les élèves sont déjà là. Comment va-t-on faire pour les payer? Et il faut que l'État, de mon point de vue, soit clair à ce niveau. Il y avait déjà avant ce retour à ramener tout l'argent au niveau central, les établissements fonctionnaient avec une certaine autonomie. Et bon, il y avait à gauche et à droite quelques petits impairs, mais dans le grand ensemble, ça fonctionnait. Et c'était aussi une décentralisation qui ne disait pas son nom en réalité. Parce que là, on a tout recentré. Sans argent, les établissements ne peuvent pas. C'est impossible. Or, les établissements avaient leur autonomie financière et aujourd'hui, ces établissements l'ont perdu. Mais je chute en disant que si la décentralisation doit s'appliquer, elle doit s'accompagner d'une autonomisation des établissements sur le plan financier et administratif. Donc, si on ne parvient pas à ça, ça veut dire que la décentralisation pour les établissements scolaires reste un leurre. Et vous étiez dans un autre ciel, vous m'avez invité. C'était un autre ciel. Oui, et on a parlé de la sortie du ministre qui avait, comment dire ça, pris un texte, n'est-ce pas, pour donner les matières transférées aux collectivités territoriales décentralisées dans le cadre justement de la gestion de cette décentralisation-là qui existe. Mais je crois que là, il faut encore clarifier les aspects financiers qui entourent, parce qu'on ne peut pas demander à une collectivité territoriale décentralisée de construire l'infrastructure d'un établissement sans qu'on ne trouve un moyen en termes de finances qui va lui permettre de le faire. Et donc, et c'est aussi à ces collectivités territoriales de recruter les personnels, d'appui et de les payer. Donc, voilà. Je vous le promets, le FOM, vous serez satisfait, rassasié. C'est le sujet le mercredi prochain. D'accord. Nous allons parler de la décentralisation au niveau... En un mot, je souhaiterais quand même dire que cette lettre est une mauvaise réponse de Madame le ministre au maire de Ngoumou. C'est une mauvaise Vous estimez que c'est parce que... Et effectivement, le père avait été japonais. Madame le ministre tente justement de justifier que ce que le maire dit n'est pas vrai. La preuve, c'est que voilà les fonds qui sont transférés. Mais vous avez suivi un homme de terrain. À quel moment d'abord? À quel moment? Et cette lettre vient donner la preuve justement de ce que la décentralisation au Cameroun reste encore théorique, que c'est sur les papiers, mais dans la réalité des faits, il y a encore des blocages. Et ça, c'est un élément capital qui prouve que ces blocages empêchent même le meilleur fonctionnement des établissements scolaires. Et nous savons ce que représente... On vous a suivi, vous avez dit en un mot. Merci à vous.
Très rapidement, nous allons prendre la contribution des téléspectateurs avant de venir prendre le grand sujet du jour. Bonsoir, permettons. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir également à vous, Prince. J'amène depuis Bangante, j'ai constaté. Chez nous, on fait les débats chaque jour, mais rien n'est fait. C'est ce que vous dites, monsieur. Vous savez que c'est ce que vous dites, c'est ce que vous pensez. Est-ce qu'on nous écoute? On nous écoute très bien. Il y a beaucoup de choses. Nous écoute. Autre réaction. Autre réaction. S'il vous plaît. Bonsoir Prince et bonsoir à tout le plateau. Tout peuple a les dirigeants qui le méritent. Nous avons des dirigeants qui accroissent tous les jours notre misère et nous sommes fiers de subir. Zanga compare les deux démocraties par l'histoire coloniale comme pour dire qu'au Cameroun, ce sont les génocidaires de Oumnobé et autres qui ont bénéficié du pouvoir et ne comptent lâcher sous aucun prétexte. Je me demande combien d'Ambaboy il peut rester aujourd'hui pour que notre armée ne les mette pas en déroute facilement. Et avant, il y avait l'amour entre les Camerounais. C'est ce régime qui a implanté la zizanie pour régner facilement. D'abord, Ferrari depuis l'Italie. D'abord, depuis l'Italie qui nous écrit, je crois qu'il a envoyé l'autre message, il corrigeait parce qu'il y avait quelques erreurs là, mais peut-être l'essentiel a été suivi. Autre réaction reçue, bonsoir Prince et bonsoir à tout le plateau. Au Cameroun, on s'inspire que de ce qui est négatif dans d'autres pays. Voilà le Sénégal qui vous a donné une leçon de démocratie. Malheureusement, au Cameroun, c'est le royaume avec des élections qu'on connaît le résultat d'avance. 7 mandats successifs et vous êtes en train de préparer le 8e. N'avez-vous pas honte, monsieur du RDPC? En tout cas, je sais que la honte n'existe pas au Cameroun. Est-ce que l'histoire retiendra de M. Biya? Manga Ondo depuis Libreville. Autre réaction reçue. Bonsoir à vous sur le plateau. Que le monsieur du RDPC arrête de parler du n'importe quoi. Innocent Chemazé depuis Bonaberi, depuis du côté de Douala. Autre réaction reçue, bonsoir le plateau. Je voudrais dire au président du FDR qu'il ne doit pas se limiter au Grand Sud, s'il veut gagner des élections de 2025. Bonne émission à vous, c'est Titus depuis Boya. Autre réaction reçue, je crois que c'est suivi, non, monsieur? Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, le vice-président de mon parti est de Boya, il n'est pas du Grand Sud. Et l'un des vice-présidents également est l'un des responsables en chef du parti. Et du Mayo Kani. C'est suivi. Autre réaction reçue. Bonsoir le plateau, comment se fait-il que le sous-préfet soit kidnappé si facilement? Il n'avait pas de protection et pourtant il y a l'armée de terre et la marine à Idabato. C'est une zone de conflit où les pirates sont en permanence. Moi, j'ai fait Idabato de 1977 à 1982. Notre détachement de l'armée de terre était à quelques mètres de la résidence du sous-préfet. En même temps, son bureau, la marine nationale, n'était pas si loin aussi. Jules qui nous écrit. Bonsoir Info TV, bonsoir à vous Prince, très belle émission. La mairie de Meyomessala et la ville de Meyomessala très propre et bien assainie. Très grand coup de chapeau au maire de Meyomessala, que cette mairie sert d'exemple à d'autres mairies de la République.
Abdourahmane Sidi, doctorant depuis Garoua. Qu'est-ce qu'il enseigne? Lui, il est à Garoua, mais il voit comment la gagné proclamer ça. Pas compris. Bon, je ne peux pas faire de commentaire à ce niveau. En tout cas, Il t'envoie le même message tout le temps. Permettez, il fait sa Non, mais communication. ça, je ne c'est sais de la pas. taquinerie. Il veut taquiner. Bonsoir, Prince Charlie. Bon retour encore. S'il te plaît, pourquoi t'as-t-il tant de panélistes sur le plateau? Est-ce une obligation? Ce n'est qu'un avis. Je pense qu'il y en a beaucoup. Pour 2 heures de temps presque, c'est pas une émission d'échange simplement, c'est un débat. Hein, donc ça fait que on n'appelle pas les gens. Bon, en tout cas, c'est bon. 4 c'est bon. Plus de 4, ça Il pose un veut que tu problème. appelles le LDPCCL. Il voudrait qu'il appelle RDPCC qui vous a dit qu'il est du C'est RDPC. pour eux, là. Merci. Autre réaction, je pense que 4 intervenants, c'est suffisant pour que chaque panéliste puisse dérouler entièrement son argument, qu'il soit compris. Je crois que j'ai 4 panélistes là. C'est un secret professionnel, vous ne pouvez pas savoir. Le panel a 4 personnes. Autre réaction, bonsoir Monsieur Omba ainsi qu'à tout ton panel. Mes encouragements à vous pour l'énergie que vous mettez pour donner une nouvelle énergie à cette émission. Le grand soir, très déçu par le président Cyprien Olinga qui pour ses propos populistes vient de démontrer qu'il n'est pas encore prêt à gouverner un pays. Entre parenthèses, féliciter des personnes qui défient le gouvernement d'un pays. Il a fermé la parenthèse, je suis affligé par le sort. Permettez que je finisse. Attendez, féliciter le gouvernement du Sénégal. J'ai pas félicité des gens qui défient un quelconque gouvernement en dehors de ceux du Sénégal. C'est suivi. Là, On ne c'est peut suivi. pas me C'est prêter clair. des intentions. Vous l'avez dit. Voilà. Ça, je me suis arrêté. Ok. Alors, il poursuit en disant, je suis affligé de par le sort qui aurait été celui de Monsieur le maire, Monsieur le sous-préfet, mais pas surpris car il n'a pas été le premier. On peut se poser la question de savoir qu'avait-il été des délégués départementaux du Ndiang? Bravo à vous, grand homme de médias, pour la qualité de vos thématiques et vos panélistes. Jean Akak. Merci Jean Akak. On va y arriver, vous allez voir. Et puis, autre réaction. Bonsoir Prince et bonsoir à votre panel. Ravi de votre émission. Nos amis du SDF là, qu'ils restent tranquilles. Ils n'ont pas les députés à l'Assemblée nationale. Nous n'allons pas les voter. Nous n'allons pas les voter. Monsieur Atangana, c'est une élite de ce village, rien dans le monde et bien d'autres. Jacques de Manguier, Monsieur Ouna. Essayez un peu de mieux écrire, bon, pour que ça soit un peu plus, que ça coule. Parce que lorsqu'il y a un peu de soucis là. Voilà, merci à vous. Je crois que c'était la réaction des téléspectateurs. Je crois que, est-ce qu'il y a encore à dire? Vous avez déjà dit, non? Non, j'aime être clair. Non, je vous donne 20 secondes. 20 secondes pour dire que quand je communique, je ramène souvent mon argumentaire au niveau où tout le monde peut comprendre ce que j'ai dit. Et j'ai horreur qu'on transforme mes dires. Je n'ai pas félicité quelques personnes qui défient un gouvernement ici. J'ai félicité mes amis du PASTEF. J'ai dit, et je le maintiens, le PASTEF c'est le parti actuellement au pouvoir au Sénégal. C'est un exemple pour le Cameroun. Attendez, et ce sont des panafricanistes de gauche comme le FDR au Cameroun. Merci. Vous l'avez dit, nous avons compris. C'est bien clair, merci. Merci à vous. Et ça ne doit pas faire un débat sur ce plateau. Mesdames, messieurs, petite transition, on revient pour la dernière ligne droite. Ce sera avec le sujet phare à l'ordre du jour.
quelques autres qui avaient été radiés et faisant donc le compte, ça fait au total 3577 agents qui sont déjà partis, qu'on a radiés des effectifs, n'est-ce pas, de la fonction publique. Entre-temps, il y a 5000 autres en sursis. De quoi il est question? Comment comprendre, n'est-ce pas, que les gens qui travaillent, qui ont trouvé le travail, qui ont sollicité le travail, ne vont plus au travail et que les postes soient vides ou vacants. Je vais commencer par Monsieur Abaka Mifiri. Oui, vous êtes sociologue, peut-être vous pouvez mieux comprendre la société. Oui, de manière globale, et vraiment pour une fois, je m'en voudrais. Vous savez que tout le temps, les gens nous reprochent le fait d'être toujours en train de tout critiquer. Nous l'avons dit et reconnu que la sociologie, par définition, on va le dire comme ça, est une science critique. Donc, généralement, il faut s'intéresser à ce qui ne marche pas pour proposer, pour que la société puisse s'améliorer. Mais la première réaction sur cette question, c'est que quand même, pour une fois, félicitons le ministre de la fonction publique. Venant de vous, c'est une... Oui, parce que... Oui, pour une fois, nous aimons souvent dire que si on reconnaît que c'est d'abord au plan macro-social la responsabilité de l'État qui doit être indexée comme source des problèmes et du sous-développement d'un pays. Mais il faut dire que de manière générale, sur des questions, lorsqu'on veut rechercher les coupables, on peut dire tous coupables. Le petit citoyen, parfois à son petit niveau, a une responsabilité. Mais on reviendra toujours dire qu'on a besoin justement d'éduquer ces citoyens pour qu'ils soient des véritables citoyens. Mais sur cette question, on va dire que l'un des problèmes du Cameroun qui est moral et éthique, le ministre vient quand même là de poser un acte qui rappelle que dans une république, l'éthique et la morale doivent encore être des instruments de gouvernance. On ne peut pas, parce que vous savez qu'au Cameroun, il y a ce qu'on appelle la tolérance qui parfois dépasse les limites. Donc les gens font et puis on laisse faire. L'un des problèmes que nous critiquons souvent, c'est souvent ce modèle de management du laisser-faire. Parce que vous savez que dans une certaine logique, créer le laisser-faire, c'est une manière de se maintenir éternellement au pouvoir. Mais lorsque l'intérêt général est une préoccupation de gouvernance, on ne doit pas tout laisser faire. Et de ce point de vue, nous sommes dans un contexte où le pays cherche ses repères, mais nous sommes dans une société aux repères ambigus. Vous avez donc des gens qui doivent servir la République, qui ont même choisi librement de choisir de servir dans les services publics, la République, mais en même temps qui jouent à un double jeu. Nous savons que la plupart, c'est des gens qui disent être travailleurs au Cameroun dans la fonction publique, mais qui vont encore chercher fortune ailleurs. D'un point de vue sociologique, on peut l'expliquer, mais la première des choses, c'est de dire que sur le plan moral, ce n'est pas tolérable. Si tu as choisi, il faut servir. La plupart, nous le savons, vous avez suivi d'ailleurs dans la lettre du ministre qui dit que jusqu'à ce jour, des gens qui ont été interpellés, il y a à peine 600 qui ont quand même répondu. La plupart ne répondent même pas parce qu'ils ne sont pas là. Mais ils continuent justement de profiter des avantages d'un travail qui ne rendent pas au quotidien. Nous insistons à le dire, sur le plan moral, c'est comme tuer tout un pays. Et là, c'est la responsabilité des citoyens. On peut voir le système, comment il fonctionne de manière générale, mais nous pensons que les gouvernants, quand ils font leur travail, en mettant chaque chose à sa place, c'est pour l'intérêt de la République. Donc, de ce point de vue, nous pensons que au moins pour une fois, on voit des résultats. Parce qu'il nous souvient que depuis des années, chaque ministre de la fonction publique arrive, lance sa part d'opération, mais parfois il n'y a pas de suite. Comme la plupart des enquêtes au Cameroun, on lance des enquêtes, mais il n'y a pas de résultats. Pour une fois quand même, on peut dire que le ministre Joseph Lé a enfin présenté des résultats. Mais on peut donc questionner la méthode. Nous savons que cette opération est quand même lancée. Les gens vont dire qu'il fallait... mais moi, je suis de ceux qui questionnent la méthode. Est-ce que même avec ces résultats, cela peut être satisfaisant ou bien est-ce que cela peut rassurer les Camerounais? Il y a encore beaucoup de problèmes parce que nous suivons, vous avez dit, c'est une question
de société, nous essayons de tendre l'oreille. Nous voyons que sur le plan de la méthode, il y a des problèmes qui font que ces résultats sont encore questionnables. Mais toiletter, c'était devenu un impératif catégorique. Okay. C'était devenu urgent de le faire. Ok. On vous a suivi. Je vais passer la parole à monsieur Cyprien Olinga, acteur politique. On a suivi le sociologue, hein, se féliciter et dire, pour une fois, il y a quelque chose à féliciter, à apprécier. Je ne sais pas si c'est le même son de cloche de votre côté. 1172 agents, je rappelle qu'il y en a eu d'abord une première partie, ça c'est la deuxième vague, et puis j'ai donné le chiffre, il y a moins 5000 ensuite, autres dont les cas sont, qui risqueraient aussi de retrouver ces 3000 là. On peut quand même féliciter. Il n'y a rien à féliciter. Oui. On félicite quoi? Parce qu'on a radié des gens qui étaient absents de leur poste. Mais c'est le béaba d'un gouvernant. C'est-à-dire des gens qui ne travaillent pas, qui sont partis, mais on les radie. On n'a pas besoin d'être félicité pour ça. Puisque c'est ça le travail pour lequel ces gens sont nommés. Mais quand même ce pays, on félicite des gens quand ils essayent de faire un peu leur travail. On les félicite pourquoi? Ils essayent, parce que pour moi, pour nous, révolutionnaires, nous considérons qu'il s'agit même encore là d'une opération de com. Parce que, vous savez, lorsque nous disons qu'il faut refonder ce pays, il y aura des états généraux de tout, y compris de la fonction publique. Hein, parce que la refondation que nous autres, nous préconisons, c'est de tout mettre à plat, de tout rebâtir, de tout remettre en ordre. Et quand on remettra tout en ordre, vous verrez que je suis sûr que vous trouverez même plus de 40, 50 000 personnes qui devront être radiées des effectifs de la fonction publique, puisqu'ils ne sont pas là. Je voudrais dire que il y a deux causes fondamentales à cette histoire-là. La première cause, c'est que c'est quand même connu que beaucoup d'enseignants, beaucoup de Camerounais, et beaucoup d'enseignants, beaucoup de personnels de santé sont allés chercher fortune au Canada. C'est connu. Parce que sur place, ils n'ont pas eu les conditions de vie qui leur permettent justement de continuer à travailler dans la fonction publique camerounaise. Beaucoup sont partis parce qu'ils étaient dessus. Certains ont fait 5 ans, 10 ans sans avoir de salaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Le personnel de santé, on a vu des grèves à répétition ici, on a vu OTS, OTA récemment. Aucune solution fiable n'a été. Mais ils sont partis chercher fortune ailleurs. Le problème donc, c'est que quand ils sont allés chercher fortune ailleurs, il faut les remplacer. Ça c'est clair. Est-ce que c'est les... Je dis que pour ma part, si vous faites un travail sérieux, si on fait un travail sérieux dans le fichier solde de la fonction publique là, vous trouverez près de 30 000 personnes qui ne sont pas à leur poste. Et il faudra le faire. Ça, c'est encore de la com. C'est juste pour voiler les yeux et faire croire que quelque chose est fait. La deuxième, nous avons eu des informations selon lesquelles après les deux baisses drastiques de salaire que nos compatriotes ont subi. Je parle de ceux de la fonction publique. Ouais. Nous avons eu mal à comprendre que dans ce pays, des hauts responsables se sont arrangés. Ils sont arrangés à avoir 2, 3, 4 matricules, 5 matricules. C'est connu. C'est connu qu'il y a des gens au Cameroun qui ont 6, 7, 10, 20, 30 matricules. Ça veut dire que... C'est assez grave, ça. Je le dis, et je le dis, je l'affirme, je suis un responsable politique. Moi, je ne suis pas dans des... Et quand on veut gouverner, c'est fort de cela que quand on a compris la société, quand on sait les maux dont souffre la société, on peut donc apporter des solutions idoines. C'est pour ça que moi je dis que j'ai envie de gouverner ce pays pour toiletter, pour mettre un peu de propriété dans cette écurie de GIAS qui est devenue tellement sale
au point de créer des dysfonctionnements, au point de créer le sous-développement, au point de créer la prédation, la corruption à tous les niveaux. Il va falloir trouver un remède de cheval à cela. Et de ce point de vue, il faut comprendre, certains responsables dont je le dis et je l'affirme, après les coupes drastiques de salaire, pour essayer de joindre les deux bouts, se sont permis pour certains d'avoir 10, 20, 30, 40 salaires. C'est connu. Et il faudra donc, il faudra faire le dit pour comprendre que un matricule équivaut à un individu et non que 10, 20, 30 matricules équivalent à un individu. Il faudra faire ce toilettage. Et quand on fera ce toilettage, vous verrez que ça va dégager énormément de postes pour pouvoir recruter justement ceux qui sont prêts à travailler et travailler pour l'intérêt du Cameroun. Vous allez les faire tout à l'heure. Monsieur Zanga, vous allez souffrir que votre ami de votre plateforme puisse réagir. Léonide Mfoum, c'est pas un secret pour monsieur Abakar Mifire, moi encore de monsieur Cyprien Olinga, que vous êtes quand même fonctionnaire. Et peut-être ici nous vous disons bravo parce que vous êtes resté en poste et vous travaillez. Pas moins de 3000 fonctionnaires radiés. Cyprien Olinga dit que c'est la com, c'est le jeu. Parce que pour avoir véritablement un fond, ça c'est absolument rien. Mais quand même, par rapport à ce qu'il y a à faire. Par rapport à ce qu'il y a à faire. Quand même, le ministre a commencé, il y en a qui sont arrivés, ils ont dit qu'ils vont lutter contre ces doubles salaires, triples salaires. Mais Joseph Lé l'a quand même fait, il a promis, et ce sont ses premiers pas. Bon, je ne veux pas vous poser la question si on peut se féliciter de cela, mais comment comprendre que les gens qui sont infiltrés en la fonction publique arrêtent de travailler, ou alors, je ne sais pas où ils sont, mais arrêtent de travailler, que l'on constate simplement les absences. Et là, j'ai d'abord envie de commencer en félicitant le ministre de l'enseignement secondaire sur la question. Vous savez, et je vais nécessairement revenir par là, les contingents les plus importants de ces déserteurs se comptent dans le milieu de l'éducation, ou si vous préférez des secteurs sociaux de base. On va essayer d'aller dans un second temps, relativement à ma prise de parole, d'aller au fond de cette constatation-là. Donc, je disais que je félicite le ministre de l'enseignement secondaire parce que lorsqu'elle est arrivée, et c'est le problème que l'intervention d'Aimé Cyprien Olinga pose, c'est que le ministre ne peut pas danser et se voir danser. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas un travail objectif, en fait. Ce n'est pas un travail objectif. Pour que ce travail soit objectif, il faut qu'il soit participatif et qu'on y mette des éléments dans la maîtrise de ce travail qui soit plus objectif. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est le ministre qui est l'employeur, ou si vous préférez, l'État du Cameroun qui est l'employeur. Et lui, dans cette opération, représente l'État du Cameroun. Il faut des parties autres qui sont totalement indépendants du système et qui peuvent nous faire des audits clairs. Parce que on ne sait jamais là où se situe le ver dans le fruit. Peut-être même que ce qu'il nous dit là, ça n'a aucun fondement. Comment on peut vérifier ça? Il peut aussi dire ça effectivement parce que c'est de la com. Or, s'il introduit des éléments, et ça, on peut s'en plaindre. Il n'y a pas une société, le gouvernement, bien les personnes qui représentent l'État pour durer, ont cassé la société civile et la dissidence qui est normale dans la gouvernance dans un pays. Monsieur Foum, oui? Je vais vous permettre d'être plus simple. Oui. Pour que le téléspectateur qui nous regarde, la maman qui nous regarde là, qui a un niveau moyen, essaie de comprendre ce que vous êtes en train de dire. D'ailleurs, vous félicitez l'acte, ou alors le geste, le travail qui est fait. Mais pour vous, vous estimez que les acteurs qui font ce travail-là ne sont pas ceux-là qui doivent venir vraiment faire ce travail. Il faut aller chercher ailleurs parce que le ministre étant
un ministre de la fonction publique, il sert l'État, et que ceux qui sont là sont également, ce sont ses collègues. C'est ce que vous voulez dire. Chez moi, on dit que celui qui tient le chasse-mouche ne peut pas taper le même chasse-mouche sur ses testicules pour chasser la mouche qui s'y est posée. On vous a compris. Oui, donc il faut de temps en temps un peu de distance et un peu d'objectivité. Si, par exemple, le ministre avait commis un cabinet indépendant, et ça, l'État du Cameroun a les moyens de le faire. L'État du Cameroun a les moyens de le faire. Pour qu'il audite le système et nous donne... Dans les 3577 là, c'est un chiffre, mais pour vous, ce n'est pas satisfaisant, connaissant la réalité. Non, je suis simplement en train de dire que le ministre n'est pas un ignorant, donc lui comprend ce que je dis. En science, on a besoin d'objectivité, hein, puisque c'est ce système qui est le problème. Vous comprenez? Si la corruption s'est assise et elle s'est métastasée, c'est le système qui est le problème. Maintenant, on demande à un élément du système de l'auditer. Ça n'a pas de sens. Lui, le ministre comprend ce que je suis en train de dire. Ceux qui ont été un peu à l'école comprennent ce que je suis en train de dire. Nous comprenons. Oui. Vous êtes tout simplement Donc, moi, d'une manière simple, mais nous vous avons compris. Oui. Peut-être que c'est... Là où je voulais féliciter le ministre des enseignements secondaires, c'est que elle a permis des dénonciations anonymes. Parce qu'avant, c'était les chefs d'établissement dans leur impérium qui établissaient la liste de ceux qui ne sont pas là. C'était ces autorités. Et qui, malheureusement, pour certains garnements dans ces différentes administrations, protégeaient beaucoup contre des contreparties, c'est-à-dire des rémunérations. Oui. Et j'ai même souvent aussi envie de dire qu'il y a des exilés internes, hein, c'est-à-dire des gens qui sont là et qui ne vont pas au travail. Oui. Oui. Ou qui travaillent Oui. dans des Et qui structures s'arrangent familiales. avec leur chef pour que leur salaire continue. Chaque fois qu'il y a un recensement ou bien des documents à fournir, ils viennent très rapidement. J'ai dit en interne, Ok. ça existe. Bon, là où je voulais chuter, c'est que mais il faut comprendre tout ça. Quand vous prenez ces chiffres et vous analysez à la qualité, vous allez vous rendre compte d'une chose et qui est des plus pertinentes, c'est que les secteurs sociaux de base, qui sont très demandeurs par ailleurs en personnel, c'est eux qui souffrent de ça. Vous n'allez pas voir ça à la douane, difficilement à la justice, dans l'armée. Pourquoi? Parce que le système s'est arrangé à les paupériser et à ne rien leur donner. C'est des clochards. Moi, je dis souvent aux gens que mon premier salaire, en tant que cadre de la catégorie A de la fonction publique, il était d'à peu près 146 000. Avec ça, vous ne pouvez pas vous projeter. Vous ne pouvez pas vous asseoir raisonnablement et dire que vous allez prendre femme. Vous allez lui faire un ou deux. Vous gagnez combien? Vous allez lui faire un ou deux gosses. Qu'est-ce que le type l'a dit? C'est pas le niveau allié, hein. Non, là, on dit mais comment couper la parole aujourd'hui, c'est qu'il ne peut pas suffire. Personne, même vous, monsieur Zanga, je ne sais pas si votre femme connaît combien vous gagnez. Donc, demandez à monsieur Foum combien il gagne aujourd'hui. Je suis en train de dire que lorsque vous êtes jeune, hein, et vous rêvez, vous savez, un jour je vais à ma banque, ils me disent que il y a une assurance que l'on vous propose ici, l'assurance décès. Mais je l'ai souscrite, tout jeune fonctionnaire. Hein. Oui, parce que quand une banque peut commencer, au lieu de vous donner les crédits véhicules, crédit logement et tout, et il commence par le décès, c'est qu'il voit que vous n'avez pas d'avenir. Et une banque sérieuse de la place, je suis en train de vous le dire. Donc, c'est dans des conditions, et dans d'autres administrations, les douanes, les finances et consorts, les gars vous montent des immeubles en moins de 5 ans. Un an de Et oui, service. ils vous montent ça dans la même fonction publique. Donc, il y a un problème de justice redistributive dans notre pays, et c'est à l'État de résoudre ce problème. Ok. Pourquoi certains fonctionnaires doivent travailler dans l'administration et être payés au lance-pierre, Ok. tandis que dans la même fonction publique, il y a des milliardaires. Et l'État voit. Hein, ça ne dit rien à personne. Merci à vous, mais je rappelle qu'aucun Camerounais n'est payé en termes de milliards. Aucun Camerounais ne gagne des milliards de francs.
les Camerounais. Voilà pourquoi, s'il vous plaît. Non, mais je reprécise ma pensée. Voilà pourquoi. Vous l'avez dit. Non, vous êtes suivi. Je reprécise. Voilà pourquoi nous disions que le verre étant dans le fruit, c'est difficilement à Joseph Lé. C'est même impossible. Okay. Puisqu'en réalité, ils connaissent tout ça. Ils savent que des décisionnaires de douane sont multimilliardaires. Ça, ils le savent. Et ils savent que les quartiers comme les Oudja, les Koweït et machin, c'est des fonctionnaires camerounais qui construisent là-bas. Ils le savent, non? Merci, M. Foum. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Merci, M. Foum. Ouais. Alors, M. Zanga, le ministre de la fonction publique, vient donc de radier, c'est la deuxième partie. Mais ici, on estime qu'il y a quand même un traitement de 2 poids, 2 mesures. On trouve facilement les démissionnaires, peut-être dans le cadre de l'enseignement et autres. Ils sont très mal payés. La santé, je ne saurais, peut-être les autres peuvent. Mais quand même, il y a des structures où on retrouve les gens. Tu lui demandes de partir du pays, il va te dire, mais qu'est-ce que je vais chercher au Canada? Qu'est-ce que je vais chercher aux États-Unis? C'est quoi? C'est un problème, c'est un problème de redistribution ou c'est le système qui voudrait imposer cela? Comment comprendre que les gens qui ont eu de l'emploi, qui sont allés à l'école, veulent travailler, alors qu'il y a des milliers, des millions de Camerounais qui veulent travailler, mais que ces gens-là ne soient plus en poste? Et comme disait quelqu'un, il y en a qui sont au quartier, qui sont au village. Je vais prendre, hein, j'en ai eu des voisins, tous les jours vous êtes là, hein, étant étudiant, ils viennent jouer aux amis avec vous et tout. Mais à la fin du mois, vous le voyez, il revient, il a l'argent. Mais il ne travaille pas. Il ne va pas au travail. Et nous voyons ça même dans le quartier. Et nous voyons aussi d'autres qui voyagent et qui reviennent. Mais quand même, comment comprendre que l'homme fonctionne dans cet état-là? Ces gens-là n'ont pas de patron? Bon, merci pour la question. Vous avez bien remarqué, même avant la transition de l'émission, que j'écoutais tout le monde avec beaucoup de religion. Et donc, je ne me suis pas... je n'ai pas troublé le propos de qui que ce soit. Et donc, je souhaite que comme savoir écouter est un art, que les uns les autres... On va parler 15 minutes. Comme il n'est pas mieux. Vous savez... Permettez à M. Zanga de répondre, s'il vous plaît. Et c'est ça, justement... Et c'est ça notre problème. Vous savez... M. Zanga, allez-y, personne ne va vous troubler. Vous me posez la question, et vous m'empêchez de parler. Mais M. Zanga, je permets... Vous-même m'empêchez de parler, finalement. Hein, si vous êtes déjà panéliste, moi il me semble que vous êtes modérateur. Bon, c'était juste pour vous taquiner un peu. Alors, je disais que, vous savez, savoir écouter est un art. Parce que quand on écoute quelqu'un, on apprend de cette personne. Et c'est de là que vient la tolérance aussi. Hein. Donc, je voudrais dire à ce propos, avant de répondre à votre question, juste une ou deux réactions, ce qui est légitime. Vous savez, le ministre de la fonction publique travaille sur la base d'un fondement juridique. Et donc, quand on lui demande d'associer la société civile, ça peut poser un problème. C'est encore eux qui vont dire qu'il a violé les textes. Vous savez, il travaille sur la base du décret du 7 octobre 1994, complété par le décret du 12 octobre 2000, portant statut des fonctionnaires. Et ensuite, il y a aussi le décret du 9 novembre 1978 qui gère les personnels contractuels. Donc c'est sur cette base-là qu'ils travaillent. Et il faut dire également que l'opération de comptage physique des personnels de l'État est une opération qui a quand même quelques années. Hein, je crois que c'est depuis 2018 et qu'il y a des résultats qui sont produits. Et donc il est normal que à tout moment, il me semble que chaque année, quand on fait cet assainissement, il y a un chiffre qui est présenté. Et donc c'est du travail, ce n'est pas du travail de la société civile, c'est le travail du ministre qui est le responsable des ressources humaines de l'État du Cameroun. Et donc je pense que il n'est pas... Pour moi, il n'est pas toujours important d'avancer des chiffres comme ça sur la base de rien.
on ne peut pas dire qu'il y a 30 000, on trouverait 30 000 fonctionnaires fictifs. Bon, si on pose la question, mais c'est sur quelle base vous avez donné ces chiffres? Il est important de présenter des chiffres qui sont crédibles. Sauf que je pense qu'ici, il n'y a que vous qui pouvez parler de ce plateau et à la limite vos panélistes. Bon, si les gens ne travaillent pas à la fonction publique et que les gens ont des informations qui parfois peuvent poser le problème, qui peuvent distraire les populations, il ne me semble pas que ce soit important. Bon, sur la question que vous m'avez posée, vous parlez certainement des raisons qui peuvent pousser les uns et les autres à partir de leur poste. Vous savez, les gens ont la liberté, hein. Monsieur Foum a la liberté de dire qu'il ne travaille plus pour la fonction publique camerounaise. Ça, on ne peut pas refuser cette liberté aux fonctionnaires camerounais, aux agents de l'État. Bon, maintenant, la question, la problématique qui se pose, et là je rejoins le sociologue Méfiré, c'est que vous ne pouvez pas quitter votre poste et vous continuez à émarger. Ça veut dire que vous émargez sur la sueur de M. Foum, que lui va au travail chaque donc il y a un problème d'éthique à ce niveau, il y a un problème moral à ce niveau. Ces gens qui partent et qui conservent quand même les avantages de la fonction publique, et dont le chef de l'État du Cameroun en 2018 a donné des instructions pour que tous ceux-là qui ne respectent pas le code général de la fonction publique soient purement et simplement radiés de la fonction publique. Donc, les gens peuvent partir pour plusieurs raisons. Il y en a qui peuvent partir pour des raisons économiques. Même en France, les gens partent de la France pour aller travailler ailleurs, parce qu'ils estiment que là-bas, ils sont mieux traités. Donc, là, on ne peut pas en vouloir aux gens. Mais il y en a quand même qui restent. Mais ce que les gens vont savoir, là je vais chuter là-dessus. Ce que nous devons savoir, c'est que là où nous partons, des gens comme Léonide Foum, comme Aimé Cyprien Olinga, ont bataillé pendant des années et des années pour que ces pays arrivent au niveau où ils sont aujourd'hui. Donc, il n'est pas important de quitter le pays pour aller, dit-on, chercher, bon, c'est légitime de chercher le bien-être ailleurs, mais il faut savoir aussi que c'est avec notre contribution, c'est avec nos sacrifices. Omniobe pouvait décider de s'exiler, mais il a préféré rester là pour le bien du Cameroun. Et je crois qu'aujourd'hui, avec tous les autres Camerounais qui se sont sacrifiés pour notre nation, on a ces résultats que nous avons aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas encore ce qu'on souhaite. Je rappelle qu'en Chine, les gens étaient quasiment payés jusqu'à pratiquement dans les années 90. Les fonctionnaires chinois touchaient pratiquement la moitié des salaires du Cameroun. Mais à un moment, dès qu'il y a eu embellie, on a augmenté les salaires. Donc je pense qu'il faut aussi avoir le sens du sacrifice pour notre État. Hein. Bon, maintenant, les autorités aussi sont conscientes et doivent être conscientes qu'il faut améliorer les conditions de travail des agents de l'État. Comme Léonide Foum a dit tout à l'heure, elle a parlé de son patron, de son chef d'établissement qui pleurait pratiquement. Donc je pense qu'il faut trouver des conditions pour qu'on puisse arriver à un niveau où les gens ont quand même une certaine satisfaction, puisque moi-même je suis agent de l'État. Donc, il y a des choses que je rencontre qui ne sont pas faciles. Hein, pour un Camerounais, moi je ne vais pas dire ce que je gagne aujourd'hui. Monsieur Foum, qui est en catégorie A2, fonctionnaire la catégorie A2, il sait très bien que le contractuel qui a bac plus 5 comme lui gagne la moitié de son salaire. Ce n'est pas pour dire que le salaire de Léonide est un gros salaire et qu'un salaire suffisant, mais c'est pour dire qu'il y en a qui ont d'autres types de souffrances que vous ne pouvez pas imaginer. Et ça, nous ne pouvons qu'interpeller les autorités pour que cette situation puisse s'améliorer. Ok, merci à vous. Vous voyez que nous avançons et nous permettons, nous ne rentrons pas avec les messages de nos amis. Bonsoir à vous et bonsoir au panel. Pardon, dites à RDPC de venir nous rappeler la montée marché Manguier. J'ai perdu mon moteur hier. J'ai honte pour mon pays. Jacques Owona
Jacques Ouna. Bonsoir à vous. Au sujet. Bonsoir Prince et bonsoir au panel du Grand Soir Info TV. J'admire les analyses de M. Mfoum. Merci de nous représenter avec tes brillantes analyses, Serge Foto depuis Berthois. Merci. Autre réaction, si vous savez, je ne lisais pas le message là. Autre réaction. Tu as un problème. Autre réaction. Bonsoir, Prince. Pour mieux comprendre cette radiation, il faut nous donner d'abord le nombre de fonctionnaires au Cameroun, le nombre de retraités, des décès, avant de donner le nombre de radiés. Ou pas si depuis les hauts plateaux. Je crois qu'il peut avoir raison. Hein. Pour moi, C'est c'est pour pas ça important. que j'ai parlé de la Il a méthode. raison. Il a raison. C'est pour ça que je parlais d'opération de pommes. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas percevoir simplement. Parce qu'en réalité, nous sommes combien au Cameroun? Voilà. Il faut le dire. D'abord, Il faut nous sommes auditer. combien au Cameroun? Et de manière indépendante. Il faut Voilà. auditer. Indépendant. Et quand on aura fait l'audit, c'est pour cette raison que je disais que ce nombre de personnes peut être multiplié par 10. Oh là. Ok, merci. Je l'ai dit, je l'ai dit, il faut auditer. C'est bon, nous allons avancer. Monsieur. Nous allons avancer. Bonsoir à vous sur le plateau. L'initiative de cette radiation serait à féliciter si l'on avait effectivement radié la totalité des déserteurs et pas seulement ceux qui n'ont pas de gros parrains. Par ailleurs, ce nombre est très faible à côté de ceux qui arrivent, car les conditions misérables dans lesquelles vivent les agents publics au Cameroun ne peuvent aboutir à ce résultat. Le seul agent qui s'en sort est celui qui est confortablement installé dans un réseau de détournement ou de corruption. Hans, depuis Douala, il est du côté de Douala, il est à côté du port. N'est-ce pas? Bonsoir. Autre réaction, bonsoir, Prince. On sent que M. Olinga a la maladie de la critique. Comment ne pas féliciter le gouvernement quand il fait ce qui est bien, même s'il déteste les dirigeants? Mon enfant, depuis Djoum. Je ne déteste personne. Je ne suis pas homme à détester les gens. Mais je suis rigoureux. J'aime pas la... On vous a suivi. Voilà. Autre réaction, bonsoir Prince et bonsoir le plateau. Monsieur Linga est un leader de débat dans les chaînes de télévision. On ne voit pas son parti politique nulle part. Un parti qui n'est pas sur le terrain. On connaît son siège. Il n'a pas de communicant, pas de parti. Il est lui seul tout à la fois. Jules depuis Douala. Dites à Jules de venir communiquer à ma place. Monsieur Jules, sur ce plateau, vous voyez souvent Charlemagne et Adam. Et on le voit ailleurs. Et au FDR, nous avons choisi un modèle de communication qui évite qu'il y ait des contradictions. Il y a un nombre bien précis de personnes qui communiquent pour le compte du parti et c'est un choix communicationnel du FDR. Ok. Voilà. Je n'avais pas chuté, je voulais lui dire, j'ai parfois reçu quelques communicants du FDR ailleurs. Peut-être pas encore ici. Vous voyez donc il y a des Camerounais, même Charlemagne ici. Vous voyez donc il y a des Camerounais qui sont spécialisés dans le dénigrement. Et on sait à quel point il voulait vous énerver. Non, je ne me suis pas énervé. Il y a le dernier tour de table, s'il vous plaît. Il faudrait nous calmer. Il faut la délation. Mais vous voulez confirmer. Bonsoir au plateau, s'il vous plaît. Bonsoir au plateau du Grand Soir, très cher Prince Charles. Au sujet de la radiation de 1172 agents de l'État, je pense que c'est très loin d'être une radiation, que l'État du Cameroun et son gouvernement ne s'en vantent pas. Il faut que ces agents disent la vérité au monde. Ce n'est pas la radiation, mais une démission de ces agents. Ils ont juste constaté la démission. Si le traitement salarial et les conditions de travail étaient favorables, ils n'auraient pas abandonné
Plusieurs parmi eux sont toujours au pays, mais préfèrent se battre ailleurs. Jean-Bruno Afanoyen, depuis Nituku, depuis Nitiku. Ok, nous allons prendre le dernier ici parce que bonsoir, c'est avec beaucoup d'attention que je vous suis depuis Luanda en Angola. Je me demande si vraiment les Camerounais prennent conscience sur ce qui se passe dans le pays. Les jeunes, où sont-ils pour laisser assez de temps à ces vieillards de ces gens, n'est-ce pas, de s'accrocher au pouvoir? Merci à vous. On signale là que nous sommes arrivés au terme de l'émission. Beaucoup de messages là. Merci pour vos contributions. Lirut Foum, 15 secondes. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour peut-être accélérer ou véritablement dénicher les non-fonctionnaires? Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il y a... Ça sont les démissionnaires, ce ne sont pas les gens qu'on a radiés. Non, moi je suis plutôt inquiet pour nos États qui se disent pauvres. Quand tu compares un peu la politique ivoirienne à celle camerounaise, la Côte d'Ivoire fait quand même des efforts pour mener. Ils ont fait... Non, je sors, je suis pris par le temps. Oui, c'est ce que j'indique là, que je ne suis pas d'accord avec M. Zanga parce qu'il n'aura que ses yeux pour pleurer. Les gens iront là où ils se sentent mieux. Nous sommes dans un... La solution, c'est quoi? Non, l'État doit intéresser et trouver des conditions de rémunération acceptables pour fixer ces personnels. Okay. Sinon, ils iront ailleurs. Vous ne pouvez pas former. Vous l'avez dit, et puis vous même allez négliger. Ils iront ailleurs. C'est pris au Linga, en 30 secondes. Nous ne sommes pas des esclaves dans ce pays. Et ils vivent bien en souffle. Allez-y, il n'a plus la parole. Oui, moi je pense qu'il faut changer de paradigme, il faut changer de modèle de société, il faut changer de régime et faire les états généraux. C'est-à-dire toiletter la fonction publique, dégager tous ceux qui ne sont pas là, tous ceux qui devraient déjà être en retraite, les envoyer en retraite justement, et dégager des postes de travail pour mettre ceux qui sont opérationnels. Et ça ne peut se faire que si on dégage ce système. Ça c'est suivi. Monsieur Abakar Mifire. Oui, en termes de solution, la solution est macro-sociale. Il faut repenser notre contrat civilisationnel. Nous devons repenser notre contrat social parce que tout ce que nous vivons là, Charles Apollinaire, c'est un problème de gouvernance. Nous l'avons dit parce que de temps en temps, il faut avoir quelques raisons d'être riche en expectatives. Donc quand il y a la moindre volonté, mais de manière générale, il faut dire que ce système dans son ensemble est justement à repenser. Il faut aller vers un nouveau contrat qui va permettre justement à ce que la notion de fonction publique soit d'abord connue. Il faut socialiser dans l'ensemble. Ok, merci. Il fallait juste peut-être en disant que même comme certaines personnes essayent de sortir du lot, comme le ministre Joseph Lé. Non, vous l'avez félicité. Non, nous avons dit, vous n'avez pas peut-être bien suivi. Nous avons dit que oui, la moindre volonté, moi au moins je félicite ça. Mais au niveau de la méthodologie, vous avez vu que ça ne peut pas fédérer les on vous a suivi. Monsieur Zanga. La méthodologie qui est utilisée là. C'est terminé, Monsieur Zanga. Monsieur Zanga, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Vous savez, moi j'aimerais d'abord féliciter le président Paul Biya qui a instruit cette opération de comptage physique des personnels de l'État depuis 2018. Féliciter le ministre de la fonction publique. Si vous voulez, les Camerounais peuvent aussi vous élire, vous faites 42 ans, 50 ans. Vous féliciter le président de la République. Oui. Féliciter le ministre de la fonction publique. Et féliciter ces Camerounais, ces fonctionnaires, ces agents de l'État qui acceptent de traverser les moments difficiles que nous traversons. Tout peuple passe par là. Ce sont ces sacrifices-là qui vont permettre aux générations futures de mieux vivre. Merci. Merci à tous les quatre d'avoir accepté l'invitation. Merci également à tous les techniciens qui ont œuvré pour que cette émission réussisse, comme nous sommes arrivés au terme de cette émission. Mesdames, Messieurs, retrouvez l'information dans quelques minutes, ce sera en langue anglaise, et puis à 20h, ce sera le journal en français. Moi, je vous retrouve demain lorsqu'il sera 17h, si et seulement s'il plaît à Dieu. D'ici là, restez scotchés. Info TV, au revoir.